Bonjour mesdames, messieurs. Alors j'ai eu l'honneur aujourd'hui d'être invité par Institut Schiller, notamment par Madame Mongeon, pour présenter un peu la coopération universitaire entre la France et la Chine. Alors aujourd'hui on parle de coopération universitaire franco-chinoise. On devra les placer dans un contexte encore un peu plus général, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle des nouvelles routes de la soie. Et que cette route, elle n'est pas physique, elle est surtout un dialogue de culture entre les différents pays qui se trouvent sur cette route-là. Et que la France, aujourd'hui, elle attire des étudiants chinois par son rayonnement culturel. C'est la raison avancée par la plupart des étudiants chinois en France. Et la communauté étudiante chinoise est aujourd'hui la plus grande en France, parmi tous les étudiants étrangers. Et en fait, aujourd'hui, on trouve deux sources d'étudiants chinois qui se trouvent en France. Une source majoritaire qui vient des programmes d'échange officiels et de l'autre, la plupart qui viennent par leur propre initiative. Alors, la culture, elle est importante puisque la culture française, elle est un atout considérable dans la négociation des projets de coopération entre les deux pays. Ces coopérations, il existe sous plusieurs modèles. Alors, on peut parler des échanges étudiants simplement, mais aussi des étudiants chercheurs. Et aussi, on peut parler aussi de création de nouvelles structures dans l'enseignement supérieur, dont on a déjà parlé de l'Institut Confucius, où il y a bien sûr d'autres que je vais développer plus loin. Alors, toutes ces coopérations, en fait, sont menées avec une volonté bilatérale. Mais pas forcément, des fois c'est unilatéral, on voit qu'il y aura certainement des échecs. C'est pourquoi le dialogue culturel dans ce cas-là est aussi important, puisque une meilleure compréhension permet un aboutissement de ce genre de projet. Ces coopérations universitaires entre les deux pays, ça remonte vers les années 1980. Les premières, on peut dire que c'est plutôt un échange unidirectionnel, c'est-à-dire de Chine vers la France. C'est en ce moment-là que la Chine a réinstauré le système de Gaokao, c'est-à-dire le concours à l'entrée dans l'université. C'est en ce moment-là que la Chine a développé un système assez sophistiqué, c'est-à-dire envoyer tous ses étudiants à l'étranger pour apprendre, notamment dans le monde occidental, pour apprendre des avancées technologiques, mais aussi scientifiques dans ce monde occidental, afin que ces étudiants puissent resservir dans le pays. Comme Laudil m'a demandé de citer quelques exemples concrets, ici je peux très bien vous citer un cas assez concret qui est tout à fait actualité aujourd'hui, puisqu'on parle de coronavirus et que c'est un système de santé qui est tout à fait au cœur des actions. Et en fait, dans les années 2000, on trouve un ministre de la Santé chinois qui était notamment formé dans la faculté de médecine à Montpellier. C'est lui qui a introduit une partie de ce système socio-sanitaire français en Chine et que ça a servi de modèle dans les années à venir pour développer le système sanitaire en Chine. On peut aussi citer dans les sciences humaines un certain monsieur Li, qui est aujourd'hui vice-président de l'Académie chinoise des sciences sociales. Lui, il était docteur en sociologie en école haute études en sciences sociales. En retour au pays, il a pris la direction du département de la sociologie de cette fameuse case, l'Académie chinoise des sciences sociales. Et aujourd'hui, il est devenu le président qui est chargé de la recherche. Je précise ici, en fait, son poste est équivalent d'un vice-ministre. Je peux aussi parler d'un autre monsieur Wang, également docteur en sociologie à la faculté de sociologie de Lyon. C'est un pionnier aujourd'hui qui travaille sur les relations France-Chine-Afrique, dont un sujet tout à fait d'actualité sur les relations internationales, sachant que lui, il a une vision assez vaste sur ses recherches et notamment c'est un visionnaire. Pourquoi je parlais de ça? Puisque lui, il s'est lancé sur ce sujet depuis très longtemps. Sauf qu'à l'époque, on a sous-estimé la puissance de la Chine qui s'est impliquée aujourd'hui dans l'Afrique. Et que les choses qui ont évolué dans les années 2000, puisqu'il a apparu une couche ou une catégorie d'étudiants chinois
qu'on n'a pas l'habitude de voir avant les années 2000. Pourquoi je parle des années 2000? Puisque à partir des années 2000, en fait, la Chine a libéralisé on peut parler aujourd'hui, ce marché éducation, enseignement supérieur à l'étranger. C'est-à-dire, avant 2000, il y a très peu d'étudiants ou très peu de familles qui ont ces moyens de se payer des études à l'étranger. À partir des années 2000, ces verrous administratifs sont libérés, mais aussi avec l'augmentation des niveaux de vie et des revenus, les gens qui sont capables de se payer des études, des séjours longs et des études à l'étranger. Et à partir de ce moment-là, on voit une apparition des étudiants chinois qui viennent en France sur leur propre initiative. Et aujourd'hui, on voit que c'est la majorité des cas des étudiants chinois qu'on trouve en France. Alors, à partir notamment avec cette apparition, on voit qu'il y a aussi une forte demande de coopération universitaire. Pourquoi? Parce que une fois ces étudiants chinois qui sont allés à l'étranger, ils ont rapporté des informations, ceux qui sont restés au pays, qu'ils ont constaté qu'il y a aussi la possibilité d'aller à l'étranger. Mais pour ceux qui ont moins de moyens, comment ils vont faire? Qu'ils demandent aux universités de solliciter ces expertises étrangères, dont ce cas que je parle avec la France. Ils demandent des partenaires français de venir avec leur expertise et de créer des programmes conjoints pour que ces cours puissent soit enseignés directement en Chine, soit on crée des programmes, on appelle aujourd'hui 3+1 ou 2+2. Pourquoi c'est égal 4? Mais en fait, en Chine, une licence, ça se fait en 4 ans, contrairement à une licence en France qui se fait en 3 ans. Et encore, au début des années 2000, on a encore 2 et après, Bac+3. Alors, Odile revient sur l'exemple que tu as cité tout à l'heure, Cage Business School. Son ancêtre à Bordeaux, il s'appelle Bordeaux École de Management. Cette école, elle a bénéficié en fait le soutien de la ville de Bordeaux avec son partenaire qui se trouve à Wuhan, donc, qui est aujourd'hui plus connu comme foyer de ce virus qu'on parle aujourd'hui. Et en fait, Bordeaux est jumelé avec Wuhan depuis les années de 95 vers là. Comme Juppé était parachuté à Bordeaux comme maire de Bordeaux, il a signé un contrat de jumelage avec la ville de Wuhan. Et que dans ce cadre-là, il y a cet aspect éducatif, notamment dans la formation des futurs chefs d'entreprise, et qu'on a choisi les PEM qui deviendra aujourd'hui Cage Business School. Et que dans les années, en fait, au début des années 2020, Cage ou PEM à l'époque, qui recevait déjà des étudiants par classe depuis Wuhan, et qu'à cette époque, je cite que les frais de scolarité qui ne sont pas donnés, qui tournent autour de 5 000 et 6 000 euros, je parle des années 2000, il y a 20 ans. Et que ce projet, au fur et à mesure, ce projet qui s'est développé, et aujourd'hui, le Cage qui a développé plusieurs campus, notamment avec l'école de management de Marseille, qui sont devenus Cage, ils sont installés aussi en Chine, à Shanghai. Je parlerai aussi, mais en fait, je vais développer un peu plus loin. Il y a aussi un autre campus qui est à IFC, l'Institut franco-chinois, qui se trouve à Suzhou. Une fois des étudiants qui sont envoyés depuis la Chine en France, et en fait ils suivent ce cursus, et qu'avec un diplôme français dans la poche, il faut tout à fait retourner au pays. Notamment, on parle de ce cas, de ces diplômés qui sont de Cage, qui rentrent à Wuhan, puisque entre Bordeaux et Wuhan, les échanges qui sont assez forts, et les PME qui se sont développées, leurs relations entre elles, qui sont relativement importantes, et de ce fait, tous ces diplômés qui trouvent un travail assez facilement dans le milieu d'affaires franco-chinois, ou plus largement franco-européen. Pourquoi? Parce qu'en fait, à Wuhan, c'est cette ville qui héberge la plus grande communauté française en Chine. Et qu'il y a notamment plusieurs pays allemands, Allemagne, mais aussi d'autres pays européens qui sont intéressés par cette ville, puisque cette ville aujourd'hui qui sert
comme un pivot qui transfère toutes ces ressources de la côte est de la Chine vers l'intérieur du pays. Cette ville aujourd'hui est en fait une ville pivot pour transférer des moyens et des technologies, mais aussi le développement de la côte vers l'intérieur du pays. Comme j'ai cité tout à l'heure, IFC, c'est aussi un autre exemplaire de coopération universitaire très réussi. IFC pour Institut franco-chinois, il existe aujourd'hui une vingtaine facilement, qu'on peut trouver tous les détails et une liste sur Campus France. IFC, à l'époque, c'était aussi des petits échanges entre les universités, pas très sophistiqués, je dirais, puisque là, c'est simplement une demande de séjour pour quelques étudiants brillants. Et au fur et à mesure, on a constaté qu'en fait, pour les facultés ou les écoles françaises, c'est un levier financier assez important. Puisque certains de ces étudiants qui ne bénéficient ni bourse gouvernementale, ni aide sociale des deux pays, du coup, il faut qu'ils payent leur scolarité de façon intégrale. Et au fur et à mesure, cette demande qui est exprimée par les Chinois, puisque c'est quand même un cursus d'excellence, puisque ces étudiants qui trouveront facilement un travail après avoir obtenu le diplôme. Et de l'autre côté, le côté français, je parle, on a vu que c'est un levier financier, non seulement, mais aussi qu'on peut le transformer en programme de coopération institutionnelle qui bénéficiera notamment certains soutiens politiques. L'exemple de TFC le plus réussi qui se trouve à Suzhou, au début c'est une coopération université assez basique entre l'université Renmin et la Sorbonne qui a détaché quelques professeurs du département de langue française et étrangère. Et en fait, c'est pour former des étudiants chinois en langue française. Et au fur et à mesure que ces demandes qui viennent de la Chine, qui est de plus en plus grande, on a décidé de créer un institut franco-chinois. À partir de là, on a bénéficié des soutiens beaucoup plus larges, notamment du soutien de l'ambassade de France en Chine et vice-versa de l'ambassade de Chine en France. Avec la création de ce projet, on a vu d'autres écoles qui ont rejoint dans cette IFC, notamment on parle de Gage, c'est là qu'on trouve la deuxième antenne de Gage en Chine, enfin le deuxième campus. Et il y a l'école de management de Montpellier et Alliance française. Ce sont ces universités ou ces écoles qui ont uni leurs forces pour créer ce campus. À l'époque, au début, ce campus était hébergé à Pékin, à l'université de Renmin. Comme la demande elle est grande, donc ça répond à ce que j'ai dit tout à l'heure, une création de nouvelles structures, dont IFC, qui bénéficie aujourd'hui un code pour Gaokao. C'est pourquoi je parle de ce code. Une fois en Chine, si on a ce code, toutes ces universités, elles sont indépendantes. Elles peuvent recruter elles-mêmes des étudiants sans passer par leurs universités mères. Donc c'est une nouvelle structure. Aujourd'hui, la plus réussie est celle-là qui se trouve à Suzhou. Non seulement dans l'enseignement, aussi on peut parler de la recherche appliquée. Il y a aussi des coopérations très intéressantes entre les deux côtés. Sans rentrer dans les détails, l'exemple qui revient immédiat, c'est celui-là qui est encore lié avec la ville de Wuhan. Cette fois-ci, c'est soutenu par la région Aquitaine. Je ne parle pas de Nouvelle-Aquitaine, puisque ce projet a été soutenu par l'ancienne région avant la fusion. Et en fait, la région Aquitaine est jumelée avec la province du Hubei, dont Wuhan est le chef-lieu ou la préfecture. À l'université de Bordeaux, notamment le CHU, l'université et l'hôpital, qui a été sollicité par l'hôpital cardiologique de Wuhan pour former les chirurgiens cardiologues. Et c'est dans ce contexte-là que Bordeaux, CHU notamment, a décidé de s'engager sur ce projet. Pendant une dizaine d'années,
les chirurgiens chinois qui sont reçus régulièrement à l'hôpital Olévêque pour former ces chirurgiens et vice-versa, des professeurs et des médecins français qui sont régulièrement envoyés à Wuhan pour assister au diagnostic de leurs confrères en Chine. Alors, des coopérations franco-chinoises de grande ampleur, comme j'ai dit, qui sont souvent basées sur commencer par ces petits projets et au fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus grands. Mais si je parle aujourd'hui, ces 3 exemples de réussite, j'avoue que dans ce contexte actuel, il y a beaucoup à faire pour réussir d'autres exemples, puisque je dirais la moitié des initiatives de coopération franco-chinoise, elles échouent. Pourquoi? Il y a, à mon sens, il y a aussi cette importance de dialogue culturel, mais pas que. Il faut aussi trouver des personnages clés qui sont capables de soutenir ces projets. Pourquoi ces 3 exemples ils réussissent très très bien? Le premier que je parle de Wuhan Engage, puisqu'il y a une volonté des politiques des 2 côtés. Et que c'est surtout ces politiques à l'échelle locale qui soutiennent à leur développement dans l'enseignement supérieur. Et le deuxième exemple, qui est l'IFC à Suzhou, c'est en fait c'est l'ancien attaché universitaire de France qui a poste à Pékin. C'est lui qui a poussé personnellement ces projets de coopération avec le soutien à l'époque du président de l'université de Renmin. Une fois Renmin a renouvelé sa présidence, c'est l'ancien attaché universitaire français. C'est lui qui a pris les choses en main, c'est lui qui a poussé à ce projet à se concrétiser. Aujourd'hui, à développer ce projet encore avec une ampleur plus large. Et le troisième exemple qui concerne la coopération dans l'hôpital cardiologique, c'est un médecin d'origine chinoise qui est aujourd'hui, qui était à l'époque en charge de ce dossier. Elle a des compétences à la fois culturelles, c'est-à-dire franco-chinoises, mais aussi une touche dans la médecine. C'est elle qui a vu ce besoin des 2 côtés et qu'elle a poussé à concrétiser ce dossier. Alors, d'une manière plus large, je parle de ces projets de coopération universitaire. Côté français, il y a beaucoup à gagner, puisque aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur et la recherche, on est un peu en cours de crédit de l'État. Comme un peu dans toutes les administrations, c'est un peu la bataille pour obtenir des crédits. En tant que chercheur, moi je vois très bien les difficultés, notamment en sciences humaines et sociales. Chaque fois, les projets qui sont accrédités soit par ministère, soit par ANR, Agence nationale de recherche, les projets accrédités pour 3 ans et que la plupart du temps, on passe facilement 1 an, 12 mois à 18 mois pour chercher des financements. Aujourd'hui, c'est plus comme il y a 20 ans qu'on peut obtenir entièrement une enveloppe pour financer des années de recherche. Aujourd'hui, ils nous demandent simplement de trouver des cofinanceurs avant de se lancer dans un projet. C'est-à-dire, avant de nous lancer dans un projet, nous devons déjà cibler des financeurs. Ça revient à cette logique de financiers qui dirigent un peu ce monde, puisque l'université, le monde universitaire en France, il a une particularité, c'est-à-dire on est un peu éloigné des entreprises. Quand on parle de l'argent avec l'université, c'est comme quand on parle un peu du capitaliste avec du communiste. Il n'y a pas une convergence. Mais par contre, aujourd'hui, quand on parle de ces nouvelles routes de la soie, notamment dans le secteur universitaire, on peut résoudre ce problème, puisque aujourd'hui, dans le secteur éducatif, les Chinois qui sont prêts à débourser de l'argent et que la France a beaucoup à gagner. Regardez l'exemple de la Sorbonne en Arabie Saoudite, c'est un exemple réussi, ça rapporte de l'argent, sans que les autres se soucient de ces frais de scolarité comme nous parlions il y a quelques mois de ça, entre les nationaux, les étrangers, il faut payer un peu plus. Là, il n'y a pas de ce souci-là.
Et aussi que la création de ces projets de coopération universitaire, ça crée aussi un facteur social pour nos jeunes diplômés, puisqu'en France, comme en Chine, quand on est impliqué dans un grand projet comme ça, on a aussi besoin de moyens humains. Et donc, que déjà nos professeurs ou nos chercheurs qui sont saturés, avec les flux financiers qui viennent de Chine, payés notamment par ces frais de scolarité, on peut très bien offrir des débouchés à nos jeunes diplômés en tant que chargés de cours et maîtres de conférences pour assurer ces carcans. Et puis encore, si je pousse encore plus loin, en Chine, à l'IFC à Suzhou, que j'ai vu, ils sont constamment à la recherche des jeunes diplômés français qui viennent assurer les postes d'enseignants en Chine. Donc c'est aussi une expérience très enrichissante pour nos jeunes diplômés d'avoir cette expérience universitaire à l'étranger, encore en Chine aujourd'hui. Mais côté chinois, ces projets répondent à la stratégie de l'internationalisation des universités, sachant que la France aujourd'hui, elle n'est pas une cible prioritaire pour la Chine. Par contre, la France, elle est premier pays hors ces pays anglophones. Encore une fois, la France, quand on parle aux Chinois, aux universitaires chinois, qu'est-ce qu'on attend de la France? La raison culturelle, elle est avancée systématiquement. D'ailleurs, il y a beaucoup qui ne savent pas qu'en France, aujourd'hui, on dispose d'autres atouts qui peuvent aussi intéresser les industriels chinoises. Quand on parle, comme Odile cite régulièrement, on est pointu sur laser, aérospatial. Et tous ces atouts-là, on peut en fait revaloriser d'une manière intelligente pour que ça rapporte soit de l'expérience, soit de flux financiers, soit autre chose qui sont en fait bénéfiques à la fois pour la Chine et pour la France. Voilà, je vous remercie de votre attention.